On dit que la vue depuis le sommet du monde est inestimable. Mais que dirais-tu si je te disais que cette même vue peut coûter entre 20 000 et plus de 200 000 $? Bienvenue sur l'Everest, là où l'ambition rencontre l'économie. Là où chaque alpiniste a le même objectif, mais vit une expérience radicalement différente. Certains arrivent en hélicoptère, dorment dans des dômes chauffés et dégustent un espresso au lever du soleil. D'autres transportent même leur équipement à travers les tempêtes de neige, rationnent leur oxygène et prient pour que leur tente tienne jusqu'au matin. Parmi eux, des milliers de rêveurs, chacun misant des dizaines de milliers de dollars et parfois leur vie pour ne vivre qu'un seul instant au sommet. Car ici, l'argent n'achète pas seulement le confort. Il peut aussi acheter la sécurité, de l'oxygène, voire du temps. Mais peu importe combien tu dépenses, l'Everest te prendra toujours davantage. Voici l'histoire de 3 ascensions, une pour les riches, une pour les endurcis, et une pour tous les autres. La même montagne, la même zone de la mort, mais 3 réalités brutalement différentes. Commençons par les sommets du luxe, là où l'Everest devient une expérience que l'argent peut s'offrir. Au cœur du glacier de Khumbu, le vent ne cesse jamais. Le froid pénètre jusqu'aux os. Et pourtant, dans une tente particulière du camp de base, règne un calme étrange, une chaleur enveloppante, un luxe absolu. Il n'y a pas de fermeture éclair à ouvrir en rampant, juste une porte. À l'intérieur, un lit à baldaquin entouré de couettes épaisses, un bureau avec prise électrique, un plancher chauffant, un humidificateur, une douche chaude, une armoire, et un café servi à l'aube. Ce n'est pas une hallucination due à l'altitude. C'est bien réel. Ça s'appelle le 848, une résidence de luxe sur l'Everest. Pour 200 000 $, tu ne campes pas, tu vis dans une suite alpine mobile. Voilà à quoi ressemble l'ascension pour les plus fortunés du monde. Des gens qui pourraient s'acheter une maison, mais préfèrent louer un rêve. Leur équipement est préparé par d'autres. Leur oxygène est illimité. Leur alimentation, personnalisée. Et quand ils débarquent en hélicoptère, oui, en hélicoptère au camp de base, ils ont déjà passé 6 semaines à s'acclimater chez eux, dans une chambre pressurisée. C'est l'Everest en première classe. Un marché en pleine expansion, entretenu par des agences d'expédition de luxe comme Furtenbach Adventures ou CTSS, qui conçoivent des expériences taillées sur mesure pour des gestionnaires de fonds, d'anciens athlètes, des millionnaires en crypto ou des héritiers fortunés. Ils ne veulent pas seulement gravir la montagne. Ils veulent la conquérir, cocktail à la main et Wi-Fi au bout des doigts. Ils dorment dans des dômes géodésiques, mangent des plats chauds préparés par des chefs Sherpas. Certains viennent même avec leur coach personnel et une station de télétravail. Ils jonglent entre feuilles Excel et rotation à haute altitude. Mais pourquoi dépenser autant? Pour le confort? Ou pour ce que cela représente? Parce que grimper l'Everest de cette façon, ce n'est pas seulement chercher l'altitude. C'est prouver quelque chose à ses pairs, à sa famille, peut-être à soi-même, qu'on peut acheter l'accès à l'extrême, qu'on peut contrôler l'incontrôlable. Mais, bien sûr, l'Everest, lui, se moque de ton argent. Il est facile d'être séduit par les doudounes rutilantes, les photos radieuses au sommet, les guides privés qui t'appellent monsieur ou madame en ajustant ton masque. Mais au-delà du camp 2, au-delà du dernier repas chaud, l'Everest arrête de jouer. Et peu importe le prix que tu as payé, la montagne ne voit en toi qu'une seule chose, un humain. À 8000 mètres, dans la zone de la mort, ta richesse ne peut pas t'offrir plus de globules rouges. Tu respires de l'oxygène en bouteille, mais chaque inspiration ressemble à une gorgée d'air à travers une paille. Ton cerveau ralentit, tes muscles flanchent, ton corps commence à mourir. Minute après minute. Et la vérité, c'est que l'argent ne peut rien contre ça. En 2019, une file interminable de grimpeurs, beaucoup venus via des expéditions haut de gamme, s'est retrouvée bloquée sous le sommet. Ils avaient des Sherpas, du soutien, de l'oxygène, mais plus d'espace pour monter. Coincés. Certains ont manqué d'air. D'autres se sont effondrés. 11 personnes sont mortes cette saison-là. Certains avaient payé plus de 100 000 $ pour mourir dans la file. Au-delà du camp 4, il n'y a plus de luxe. Plus de lits chauffants, plus de repas raffinés. Il ne reste que la glace, le vent, et un sommet encore à 2 heures d'agonie. Et voici le paradoxe. Nombreux sont ceux qui peuvent acheter le confort, mais pas endurer l'absence de celui-ci. Leur condition physique ne suit pas. Leurs instincts ne se réveillent pas sous pression. Ils sont protégés, jusqu'au moment où ils ne le sont plus. Parce que quand ton régulateur gèle,
que ton Sherpa tombe malade, ou que la météo bascule, il n'y a plus de concierge à appeler. Il ne reste que toi. Et l'Everest. Ce n'est pas que les grimpeurs riches sont plus faibles. C'est juste que la montagne se fiche de la taille de ton compte en banque. Même dans la tente la plus chère du monde, la mort dort à côté de toi. Et maintenant, allons à l'autre extrême. Oublie les tentes chauffées, les chefs, les chambres de préacclimatation. Pas de machine à espresso, pas d'hélico. Juste un sac à dos, une carte et une volonté féroce de continuer, même quand ton corps hurle d'abandonner. Voici l'Everest version budget. Pour environ 20 000 $, parfois moins, tu peux tenter l'ascension du plus haut sommet du monde. Des agences comme Summit Climb proposent des expéditions minimalistes. Tu obtiens un permis, un peu de soutien au camp de base, peut-être un Sherpa. Le reste, c'est à toi de gérer. Pas de guide privé. Pas de médecin. Pas d'équipe météo qui surveille chacun de tes pas. Tu portes ton matériel. Tu montes ta tente. Tu cuisines. Tu fais fondre la neige pour boire. Tu voyages léger, parfois sans oxygène de secours. Et si quelque chose tourne mal, tu règles le problème. Ou pas. Ce type d'ascension est réservé aux aguerris. À ceux qui ont déjà souffert en haute altitude et savent reconnaître les signaux de leur propre corps. Ce n'est pas qu'une question d'économie. C'est une épreuve de survie. Il n'y a aucun filtre entre toi et la montagne. Mais même avec toute la préparation du monde, l'Everest trouve toujours le moyen de te pousser à la limite. Les tempêtes frappent plus fort quand ta tente est fine. Le froid mord plus profondément quand ton sac n'est pas conçu pour -30. Et quand le vent hurle la nuit, et que ta respiration gèle dans ton masque, tu te demandes si tu n'aurais pas dû payer plus. Ironiquement, beaucoup de ces grimpeurs à petit budget sont bien plus compétents que ceux des camps de luxe. Ils ont gravi le Denali, le Cho OYQ, voire le K2. Ils ne paient pas l'Everest, ils le méritent. Mais avec moins de moyens, moins d'oxygène, moins de soutien, moins de marge d'erreur. Et ils le savent. Car ici, une crampon brisée, une fenêtre météo manquée, une décision malheureuse, et peu importe ta force, tu es seul. C'est ça, le pari. Pas seulement avec de l'argent, mais avec ton temps, ta santé, ta vie. Et pourtant, ils reviennent. Année après année. En 2006, un alpiniste britannique, David Sharp, a tenté l'ascension en solitaire. Pas d'équipe clinquante. Pas de guide. Juste assez d'oxygène pour monter, en espérant que ce soit suffisant pour redescendre. Il a atteint le sommet, mais n'est jamais revenu. On l'a retrouvé, des heures plus tard, dans une petite grotte juste en dessous du sommet. Immobile. Gelé par l'altitude et l'épuisement. Il était encore vivant. À peine. Plus de 40 grimpeurs sont passés devant lui ce jour-là. Peu se sont arrêtés. Certains pensaient qu'il était déjà mort. D'autres étaient trop faibles pour aider. Il est mort là, seul, à 8500 mètres d'altitude. Un endroit où la survie se mesure en minutes. Et la compassion vient après l'instinct de survie. Son histoire est devenue l'une des plus controversées de l'Everest. Pas à cause de sa mort, mais parce que personne n'a pu le sauver. Et c'est la vérité crue de l'alpinisme à petit budget. Quand tu réduis les coûts, tu réduis aussi le filet de sécurité. Moins de bouteilles d'oxygène. Pas de Sherpa en réserve. Pas d'équipe pour surveiller tes signes vitaux. Si tu t'effondres là-haut, personne ne vient avec une civière. Même les plus expérimentés peuvent être pris au piège par les caprices de la montagne. À l'Everest, le succès dépend autant de l'endurance que des ressources. Et plus ton budget est bas, plus ton filet est mince. On dit souvent qu'on grimpe l'Everest 2 fois, une fois en montant et une fois en redescendant. Pour les alpinistes à petit budget, la descente est le moment le plus dangereux. Les muscles lâchent, l'oxygène manque, le sommet est derrière eux, mais la mort, elle, attend encore dans l'ombre. Et pendant tout ce temps, une question revient sans cesse. Est-ce que les économies ont valu ce prix-là? La plupart des alpinistes ne débarquent pas en hélicoptère, et ne traînent pas non plus tout leur équipement à travers les tempêtes. La majorité vit quelque part entre les deux extrêmes. Entre le luxe et la survie. Ils ne paient pas pour le glamour. Ni pour la gloire. Ils paient pour une chance de lutter. Voici l'Everest pour le grimpeur moyen. Celui qui économise pendant des années,
s'entraînent dans les Alpes ou les Rocheuses, et rêvent de cette photo au sommet. Pour eux, l'ascension coûte généralement entre 45 000 et 60 000 $. Une fortune. Mais cela leur donne quelque chose d'inestimable, une structure, de la sécurité et l'appui de professionnels aguerris. Tu ne dormiras pas dans un dôme de luxe. Mais ta tente sera solide. Ta nourriture, chaude. Ton équipe Sherpa, compétente. Tu auras de l'oxygène, mais pas à volonté. Un guide, mais pas exclusif. Il y aura peut-être un médecin au camp de base, et les prévisions météo seront bonnes, mais pas toujours parfaites. Tu n'es pas choyé. Tu es préparé. Des agences comme Adventure Consultant, IMG ou Madison Mountaineering proposent ce genre de forfait. Pour des grimpeurs sérieux. Ceux qui ont déjà conquis l'Aconcagua, l'Elbrus ou le Manaslu. Ceux qui comprennent que l'Everest n'est pas simplement une montagne. C'est une machine. Une ascension lente, usante, qui prend tout ce que tu as, puis demande encore plus. Ces alpinistes passent entre 6 et 8 semaines sur la montagne. Ils alternent entre les camps, portent leurs sacs sur certaines portions, et comptent sur leur équipe quand les choses deviennent critiques. C'est un équilibre entre courage et encadrement. Tu n'es pas seul, mais tu n'es pas porté non plus. Et c'est précisément ce juste milieu qui rend cette expérience possible. Parce qu'à l'Everest, savoir que tu peux compter sur quelqu'un tout en devant mériter chaque pas peut donner au sommet une toute autre signification. On ne te le donne pas. Mais ce n'est pas non plus une condamnation à mort. C'est une ascension brutale, magnifique, rendue possible par des gens qui connaissent la montagne et par des grimpeurs prêts à fournir l'effort. Pour la plupart, c'est ça, le chemin vers le sommet. Ni argent facile, ni doigts gelés rampant dans la neige. Juste de la discipline, de la détermination et un respect profond des lois de la montagne. Pour ces alpinistes, la cime n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de beaucoup plus lourd. Tu te tiens là-haut, au-dessus du monde, sans souffle, tremblant. Le ciel se courbe au-dessus de la terre. Les drapeaux de prière dansent dans le vent. Et pendant quelques minutes, peut-être moins, toute la souffrance disparaît. Le froid, la peur, le vide. Mais ensuite, il faut redescendre. Et c'est là que l'Everest termine ce qu'il avait commencé. Le grimpeur redescend en sachant ce qu'il a failli perdre. Il a vu un camarade s'effondrer. Il est passé devant une main gelée qui sortait d'un tas de neige. Peut-être a-t-il aidé un ami à boiter jusqu'au camp 4, en silence, avec l'oxygène sifflant dans un masque fendu. Cette expérience transforme les gens. Pas seulement physiquement, mais à jamais. Ils rentrent chez eux avec les joues brûlées par le soleil, les yeux creusés, et des histoires qu'ils ne peuvent pas toujours raconter. Pas parce qu'elles sont secrètes, mais parce que personne ne pourrait vraiment comprendre. Comment expliquer ce que ça fait, d'entendre le vent déchirer ta tente toute la nuit, sans savoir si elle tiendra, ou de sentir tes mains trembler hors de contrôle en t'accrochant à une corde, en sachant qu'un faux mouvement signifierait une chute de 600 mètres? Pour beaucoup, le sommet devient un symbole. Pas de puissance, pas d'ego, mais de perspective. Tu découvres ce dont ton corps est capable, ce que ton esprit peut endurer, ce qui compte et ce qui ne compte pas. Tu as dépensé 60 000 $, perdu 10 kilos, pleuré seul dans ta tente. Et quand enfin tu touches le toit du monde, tu réalises quelque chose d'inattendu. Ça n'a jamais été à propos du sommet. C'était à propos de l'ascension, de la douleur, des gens, du silence, de la tempête, du moment où tu as failli faire demi-tour et où tu ne l'as pas fait. C'est ça que tu emportes avec toi quand tu quittes l'Everest. Pas seulement des photos, ni de l'équipement, mais quelque chose de plus profond, quelque chose que tu as gagné. 3 alpinistes, 3 voix, 3 réalités très différentes. L'un arrive en grande pompe, protégé par des couches de confort et de commodité, espérant que l'argent suffira à forcer le destin. Un autre grimpe avec les dents, réduit à sa simple volonté, pesant chaque décision entre audace et survie. Et entre les deux, les autres. Ceux qui s'entraînent dur, économisent pendant des années, et escaladent avec respect, peur et détermination à parts égales. Le même sommet, la même zone de la mort, le même rêve. C'est ça, la vérité de l'Everest. Il se moque de qui tu es. Il se moque de combien tu as payé.
Que tu sois venu avec 10 valises ou une seule. Là-haut, chaque souffle est emprunté. Et chaque pas doit être mérité. Certains paient avec leur portefeuille. D'autres, avec leur corps. Quelques-uns, avec leur vie. Car l'Everest prend toujours quelque chose. Il prend ton confort, ton contrôle, ta certitude. Il te réduit à ton essence. Et ce qui reste, cette partie de toi qui continue à marcher même quand tes jambes flanchent, quand ton esprit te supplie d'arrêter. C'est cette partie-là qui conquiert vraiment le sommet. Et c'est ça qui en vaut la peine. Pas la photo, pas les droits de vantardise, pas le « je l'ai fait », mais le voyage, le courage. Ces instants silencieux où tu lèves les yeux vers les étoiles, à 8000 mètres d'altitude, et que tu ressens le privilège terrifiant d'être encore en vie. Peu importe si cela t'a coûté 20 000 ou 200 000.